La guerre du Pacifique. Un conflit ou plutôt un théâtre d'opérations souvent méconnu de la part des populations européennes. Et pourtant, de décembre 1941 à septembre 1945, c'est bien dans l'océan Pacifique que vont se jouer une grande partie des affrontements de la Seconde Guerre mondiale entre l'Empire du Japon et les États-Unis. Ces combats seront d'un nouveau genre. Ils se révéleront très différents de ceux opérés sur le continent européen, laissant place à des opérations aéronavales et amphibies sans précédent. Mais alors, pourquoi et de quelle manière les opérations dans le Pacifique se sont-elles menées? Sans chercher à trop vouloir s'attarder, nous décrirons dans un premier temps comment l'Empire du Japon a réussi à mener une véritable guerre éclair dans les 6 premiers mois du conflit, en prenant au dépourvu la superpuissance américaine. Nous verrons ensuite comment le rouleau compresseur américain est venu à bout de l'expansionnisme japonais, mettant ainsi fin au rêve de grandeur d'un régime déterminé et prêt à sacrifier jusqu'au dernier homme pour défendre son code d'honneur et s'imposer en tant que plus grande puissance du Pacifique. Si nous devons nous en tenir à des bandes chronologiques assez strictes, il est important de contextualiser la situation japonaise avant l'attaque de Pearl Harbor de décembre 1941. Le Japon est un pays en constante expansion territoriale depuis le début du XXe siècle, cela menant à des tensions avec les puissances occidentales. Dès 1910, la Corée est annexée par le Japon. Cependant, une des étapes majeures dans le processus d'isolement du Japon vis-à-vis de la communauté internationale est l'invasion de la Mandchourie en septembre 1931. Les forces nippones vont profiter des conflits internes en Chine pour s'établir en Mandchourie suite à l'incendie de Mukden réalisé volontairement par les officiers de l'armée du Kwantung comme Kenji Ishiwara ou Seishiro Itagaki. Cette invasion fera l'objet d'une enquête de la part de la Société des Nations. Le rapport Litton, rédigé en 1932 par la SDN, condamne vivement les opérations menées en Mandchourie car celui-ci démontre qu'il ne s'agissait pas d'un acte de légitime défense, mais bien d'une agression volontaire et préméditée. En conséquence, le Japon fait le choix de se retirer de la Société des Nations le 27 mars 1932 et reconnaît officiellement l'existence de l'État de la Mandchourie, autrement appelé Manchukuo. Cet État fantoche est mis en place et contrôlé par l'Empire du Japon, qui y place à sa tête l'empereur Puyi, dernier empereur de la dynastie Qing régnant sur la Chine. Ainsi, poursuivant sa politique expansionniste, le Japon envahit la Chine le 7 juillet 1937, marquant le début de la Seconde Guerre sino-japonaise, suite à l'incident du pont Marco Polo, qui fournit au Japon un nouveau prétexte fallacieux pour l'invasion du pays. Les forces nippones s'enlisent dans un conflit qui durera jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Profitant ensuite de la défaite française sur le théâtre européen, l'Empire s'établit en Indochine à partir de septembre 1940. Ces différentes conquêtes montrent une volonté d'expansion coloniale de l'Empire du Japon et la tentative de créer la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Un rapprochement progressif avec les pays fascistes européens est effectué en signant le pacte anti-Comintern en 1936 et le pacte tripartite en septembre 1940. Ces pactes signés entre les représentants du Troisième Reich allemand, l'Italie fasciste et l'Empire japonais forment l'axe Rome-Berlin-Tokyo. Depuis la crise économique de 1929, les hauts dirigeants de l'armée parviennent à s'imposer comme une force politique importante au sein du pays, notamment avec plusieurs tentatives de putsch qui conduiront en 1932 à l'assassinat du Premier ministre Inukai Tsuyoshi. L'empereur Hirohito est perçu comme un monarque de droit divin. Cependant, il se contente de donner les directives de la politique japonaise sans s'initier réellement aux affaires militaires. Hideki Tojo est une de ces figures emblématiques de la prise de pouvoir par les militaires durant la Seconde Guerre mondiale. Pour contrer l'expansionnisme japonais, les États-Unis imposent un embargo sur l'acier, le pétrole ainsi que les avoirs japonais. C'est dans ce contexte de tensions internes et internationales que le Japon entrera en guerre aux côtés des pays de l'Axe contre les États-Unis le 7 décembre 1941 en organisant l'attaque surprise de Pearl Harbor.
Au même titre que la bataille de Stalingrad ou que l'opération Overlord, Pearl Harbor est un de ces noms qui résonnent dans l'histoire. Cette attaque surprise orchestrée par les Japonais laisse pour ainsi dire une image de victoire écrasante sur les États-Unis. Mais qu'en est-il vraiment? L'attaque est orchestrée et dirigée principalement par l'amiral Yamamoto. Considéré comme un stratège visionnaire, il est initialement opposé à l'entrée en guerre de son pays. L'amiral mit toutefois en avant l'importance des porte-avions et sous-marins dès le début du conflit, afin de mener une guerre rapide. Car s'enliser dans un conflit d'usure contre les États-Unis est selon lui perdu d'avance. Si l'amiral est d'abord opposé à l'entrée en guerre de son pays, il mit toutefois un point d'honneur à vouloir établir son propre plan d'attaque repris des idées de Minoru Genda, afin de créer un plan audacieux qui mettrait la flotte du Pacifique américaine à feu et à sang. La base de Pearl Harbor serait selon lui une cible de choix pour une attaque surprise, mais doit être minutieusement préparée. Elle se situe dans l'archipel d'Hawaï. Il s'agit alors d'une base militaire nécessaire dans la coordination d'opérations aéronavales dans le Pacifique pour les États-Unis. Si les Japonais sont conscients que frapper cette base serait un coup dur porté aux Américains, ils savent aussi qu'elle se situe à plus de 5000 km de leur pays et qu'une attaque surprise s'avère plus compliquée qu'il n'y paraît. Grâce au décryptage des codes diplomatiques nippons, les États-Unis ont la capacité de lire les messages émis du ministère japonais des Affaires étrangères. Ils savent en effet que le Japon s'est fixé jusqu'au 30 novembre avant de rompre les communications diplomatiques. Ils s'attendent à une attaque imminente et diffusent des avertissements aux forces armées situées dans l'archipel d'Hawaï et aux Philippines. Cependant, l'idée d'une attaque sur Pearl Harbor reste pour les hauts dirigeants américains fortement improbable. Le 26 novembre 1941, la flotte japonaise constituée de 6 porte-avions, 2 cuirassés, 3 croiseurs, 9 destroyers et surtout de 450 avions fait route vers Pearl Harbor. Le voyage s'étend sur une douzaine de jours. Cette armada constitue le plus gros rassemblement de forces aéronavales de son époque. Le plan est préparé depuis des mois durant. Le risque de détection est important, mais la surprise restera totale jusqu'au matin du 7 décembre, jour de l'attaque. L'assaut est organisé en plusieurs vagues, la première étant constituée de 183 appareils, dont 49 bombardiers, 51 bombardiers en piqué, 40 avions torpilleurs et 43 chasseurs. À cette force s'ajoutent 5 sous-marins de poche déployés au large des côtes hawaïennes. L'un d'entre eux sera repéré par un destroyer américain quelques heures avant le raid de l'aviation. Cependant, cela n'entrave aucunement la surprise de l'attaque. Les aviateurs japonais remplissent un ciel étonnamment vide d'appareils ennemis. Tora, Tora, Tora. Le nom de code d'opération est relayé par le commandant Fushida, alors à la tête de la première vague. Il transmet ce message à l'escadre des porte-avions de Nagumo, afin de leur signifier que l'attaque est un succès, avant même qu'elle ne débute. 7h53. Les premières bombes sont larguées, une véritable cacophonie gagne les troupes américaines, prises de panique. Pour l'occasion, les ingénieurs japonais ont mis au point un tout nouveau type de torpille adapté aux attaques en eau peu profonde. Ces torpilles combinées aux attaques des bombardiers sont d'une efficacité redoutable sur les navires de l'US Navy. Les cuirassés USS Arizona et Oklahoma sont définitivement détruits. Le West Virginia et le California subissent également de lourdes pertes en recevant des torpilles et des bombes à plusieurs reprises. La totalité des 8 cuirassés américains présents sur place ont été atteints. La seconde vague d'assaut présente à 8h40, regroupant 167 avions, fera des dégâts moins importants mais coulera 3 navires supplémentaires. La troisième vague initialement prévue sera avortée par l'amiral Nagumo, craignant une contre-attaque de la part des sous-marins américains. Le raid aura duré 2 heures. 2403 morts et 1178 blessés américains sont à déplorer. Du côté japonais, 29 avions sont neutralisés, 61 sont endommagés et 55 aviateurs ont été tués. Le seul sous-marinier survivant, Kazuo Sakamaki, sera le premier prisonnier de guerre japonais de la Seconde Guerre mondiale. Il travaillera par la suite en tant que traducteur pour les services américains. 2 cuirassés américains ont été définitivement coulés, mais la majorité des navires atteints seront renfloués dans les mois ou les années à venir, et pourront resservir au combat. L'attaque de Pearl Harbor semble être un triomphe pour le pays du soleil levant. Cependant, cette action d'éclat est à nuancer. Pearl Harbor est un indéniable succès tactique, mais l'attaque est très loin d'être un succès stratégique. L'absence des porte-avions durant l'attaque ne permet pas de mettre la flotte du Pacifique hors d'état de nuire. Ainsi, l'amiral Yamamoto se rend compte que l'attaque surprise ne laisse qu'un court répit aux armées nippones. En effet, le pays de l'oncle Sam a des capacités de production et d'industrialisation de masse bien supérieures à celles des Japonais. Le président Franklin Delano Roosevelt prendra la parole publiquement le lendemain de l'attaque devant le Congrès américain pour déclarer officiellement l'entrée en guerre de son pays. Il qualifiera le jour du 7 décembre 1941 de jour d'infamie. L'attaque surprise japonaise engendrera une véritable vague d'indignation du peuple américain jusqu'alors opposé à l'entrée en guerre des États-Unis. Dans les heures et les jours qui suivent l'attaque, un véritable déferlement des troupes nippones s'abat sur l'ensemble du sud-est asiatique.
Le 8 décembre est le point de départ des attaques simultanées de la ville de Hong Kong, de la Malaisie, de la Thaïlande, des Philippines et des îles de Guam et de Wake. Toutes ces conquêtes, qui seront pour la plupart d'une rapidité fulgurante et inattendue, seront indispensables aux Japonais pour mener à bien leur ambition expansionniste. Les ressources comme le pétrole ou le caoutchouc représentent de véritables enjeux économiques et stratégiques afin d'alimenter la machine de guerre japonaise. L'armée du Soleil Levant regroupe pas moins de 150 000 hommes expérimentés pour envahir le sud-est asiatique. Quant à eux, les Alliés possèdent des troupes 2 fois supérieures en nombre, cependant, elles sont composées de troupes de qualité hétérogène et d'une expérience de feu inexistante. Une grande diversité de nationalités compose ces troupes. On y retrouve des Américains et des Britanniques bien sûr, mais aussi des Néerlandais, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Canadiens, des Indiens, des Philippins et encore des Indonésiens. Du 8 au 25 décembre 1941, la ville de Hong Kong est la proie des attaques japonaises. 17 jours plus tard, les assaillants s'emparent de la colonie défendue par des soldats majoritairement britanniques et canadiens. Les avant-postes situés sur les îles de Wake et de Guam sont également conquises en quelques jours. L'invasion de la Thaïlande semble nécessaire afin de progresser rapidement en Malaisie et en Birmanie. Le 8 décembre, les forces nippones pénètrent sur le territoire thaïlandais avant qu'un cessez-le-feu général ne soit annoncé en moins de 24 heures. En effet, le 21 décembre, les deux pays signent un traité d'alliance et débutent une étroite collaboration militaire qui se montrera efficace notamment dans l'invasion commune de la Birmanie. L'invasion de la Malaisie qui débute aussi le 8 décembre sera une véritable démonstration de force des armées nippones. Le général Tomoyuki Yamashita, qui est en charge des opérations, s'imposera comme un stratège redoutable et fera preuve d'une grande capacité d'improvisation. Le corps expéditionnaire japonais sera déployé au sud de la Thaïlande ainsi qu'à Kota Bharu, situé à l'extrémité nord de la Malaisie. Cela de manière à s'emparer des aérodromes pour élargir le champ d'action des avions japonais. La 25e armée sous le commandement du général Yamashita regroupe 4 divisions encadrant 60 000 hommes expérimentés. En face, c'est plus de 89 000 hommes qui les attendent. Des hommes qui, au contraire des Japonais, n'ont jamais combattu et ne bénéficient pas d'équipements de qualité suffisante. Le 10 décembre, le cuirassé britannique HMS Prince of Wales et le croiseur de combat HMS Repulse furent coulés par les bombardiers torpilleurs japonais au large des côtes malaisiennes. Cette attaque est un nouveau coup dur pour les forces alliées et démontra une fois de plus la puissance de frappe de l'aviation japonaise, et cela 3 jours seulement après Pearl Harbor. Entre-temps, le général Yamashita dirige ses forces vers le sud de la Malaisie afin de s'emparer le plus vite possible de Singapour. L'armée de terre japonaise réalise une avancée fulgurante et se retrouve déjà devant son objectif dès le 31 janvier 1942. À cette date commence le siège de la ville de Singapour. Singapour, surnommée le Gibraltar de l'Extrême-Orient, cette ville s'impose comme un carrefour commercial de la plus haute importance pour l'Empire britannique et se targue d'avoir une réputation de ville imprenable. Après d'intensifs bombardements, les Japonais débarquent sur l'île de Singapour dans la nuit du 7 au 8 février. Le 15 février, tout est déjà terminé. Une armée de 138 000 hommes a été mise ainsi hors de combat. La perte de Singapour est aux yeux de Winston Churchill la pire catastrophe militaire de l'histoire britannique. L'attaque des Philippines qui se déroule en parallèle de la conquête de la Malaisie est effectuée par la 14e armée japonaise dirigée par le général Masaharu Homma. Cette armée d'invasion regroupe plus de 43 000 hommes et 500 avions. Les Alliés regroupent quant à eux plus de 100 000 hommes, mais une fois de plus, ces troupes sont de moindre qualité et l'on estime que seuls 20 000 soldats sont à ce jour en état de combattre. En effet, le manque d'expérience et de matériel leur fait une nouvelle fois défaut. Le général à la tête de la défense des Philippines n'est autre que Douglas MacArthur, figure historique encore aujourd'hui controversée. Devant l'avancée irrésistible des Japonais, MacArthur ordonne à ses troupes de se retrancher progressivement sur la péninsule de Bataan, afin d'y organiser une défense solide et d'épargner le plus gros de ses troupes. Le 2 janvier 1942, Manille tombe aux mains des Japonais. Cependant, MacArthur a réussi à réfugier plus de 80 000 soldats à Bataan et à retarder l'avancée nippone. Cela n'empêchera pas pour autant le Japon d'occuper l'ensemble de l'archipel philippin et de fondre sur son prochain objectif, les Indes néerlandaises. Les richesses de l'Indonésie attirent la convoitise de l'Empire du Soleil Levant. Et pour cause, le pays bénéficie d'une quantité phénoménale de pétrole. L'île de Bornéo est investie en décembre 1941 et totalement conquise en avril 1942. Les villes de Java et Sumatra seront conquises par la 16e armée du général Imamura. Face à un manque cruel d'organisation et de résistance crédible, en mars 1942,
le Japon s'empare de l'Indonésie et de ses ressources naturelles tant convoitées. Quant à la Birmanie, le Japon n'a pas de réelle intention de la conquérir, mais l'Empire doit assurer ses arrières. Le 15 janvier 1942, les Japonais franchissent la frontière et ne rencontrent quasiment aucune résistance de la part de l'Empire britannique. 15 jours plus tard, ils envahissent la ville côtière de Moulmein. Le 8 mars 1942, l'armée nippone fait son entrée dans Rangoon, capitale de la Birmanie. C'est ainsi qu'en à peine 3 mois, le Japon parvient à s'emparer de tous ses objectifs et commence à inquiéter au plus haut point les puissances alliées. L'Australie est maintenant en première ligne face à une puissance japonaise qui a désormais fait ses preuves et qui se retrouve en position de force. Les pays alliés vont être dans l'obligation de repenser leurs priorités et de ne pas délaisser le Pacifique au profit du théâtre de guerre européen. Après des mois de succès fulgurants, le Japon va subir un revers inattendu et symbolique des Américains. Le 18 avril 1942, 16 bombardiers B-25 dirigés par le général Doolittle décollent du porte-avions Hornet. Leur objectif, frapper Tokyo le plus rapidement possible. L'opération ne causera pas de dégâts majeurs, mais là n'est pas son but. Ce coup de force envoie un message clair à l'état-major japonais. Ils ne sont pas à l'abri et cela leur donne un avant-goût de ce qui les attend. La bataille de la mer de Corail qui se déroule du 4 au 8 mai opposera pour la première fois de l'histoire deux forces aéronavales qui ne se croiseront jamais. Les Japonais cherchent à isoler le plus possible l'Australie en essayant d'envahir Port Moresby. Sur le plan tactique, la bataille est un match nul car un porte-avions est coulé des deux côtés, et les pertes sont équivalentes. Port Moresby échappe ainsi aux Japonais, et pour la première fois, une invasion japonaise est mise en échec. Le véritable tournant de la conquête du Pacifique se tiendra du 4 au 7 juin 1942 à la bataille de Midway. Le but initial pour les Japonais est d'anéantir les principales forces aéronavales des États-Unis, en essayant en grande partie d'attirer les porte-avions américains dans un piège. L'invasion est organisée par l'intervention de 3 grandes escadres. Yamamoto commande la force d'attaque principale. Celle-ci est précédée par la flotte de porte-avions de l'amiral Nagumo, composée de 4 porte-avions lourds vétérans de Pearl Harbor, avec à leur bord 217 appareils. Les porte-avions de Nagumo devront faire décoller leurs bombardiers sur Midway afin d'affaiblir les défenses. Ensuite seulement, les forces terrestres pourront être déployées. Yamamoto espère ainsi attirer les porte-avions américains qui devraient venir en renfort de l'atoll de Midway. Cependant, dès le 3 juin, un appareil de reconnaissance nippon annonce la présence de plusieurs bâtiments de guerre américains au nord de Midway, dont un porte-avions, ce qui montre que les plans japonais sous-estiment fortement les forces américaines sur place. Le 4 juin, aux premières heures du jour, les escadrilles de torpilleurs américains tentent vainement d'atteindre et de toucher les navires nippons. La défense anti-aérienne fait preuve d'une grande efficacité et les torpilleurs américains sont défectueux, voire inutiles. Entre 9h20 et 10h10, 34 appareils américains sont abattus sur 41 engagés. Cependant, les assauts répétés des torpilleurs empêchent l'amiral Nagumo de faire décoller ses propres avions pour contre-attaquer. 10h20. Les bâtiments japonais sont privés de couverture aérienne et à ce moment précis, 3 escadrilles de bombardiers en piqué Dauntless convergent dangereusement vers les porte-avions de Nagumo. Les bombes frappent avec une précision hors du commun. Les projectiles américains explosent au milieu d'avions remplis d'essence et de munitions. 3 porte-avions sur 4 sont en flammes. Ils sombreront quelques heures plus tard. Le dernier porte-avions encore en service, le Hiryu, fait décoller ses appareils en début d'après-midi pour s'attaquer au porte-avions USS Yorktown de l'amiral Fletcher, et arrive à lui loger 3 bombes et 2 torpilles. L'USS Yorktown sera achevé le 7 juin par un sous-marin japonais. Le Hiryu sera finalement lui aussi coulé par des avions partis de l'USS Enterprise. 4 porte-avions japonais sont ainsi détruits. Avec cette bataille, les Américains viennent de renverser le cours du conflit d'une manière époustouflante. La marine impériale est aux abois et se voit dans l'obligation de repenser sa stratégie dans le Pacifique. Les Américains enregistrent la perte d'un porte-avions, un destroyer et 148 appareils, ce qui est largement compensé par les pertes colossales japonaises qui sont de 4 porte-avions lourds, 2 croiseurs et 257 appareils. Les Américains rétablissent ainsi l'équilibre des forces dans le Pacifique. Le Japon, ayant misé sur une guerre rapide et courte, ne peut que s'inquiéter des événements à venir. Le 6 juillet 1942, des troupes japonaises débarquent sur l'île de Guadalcanal afin d'y construire un aérodrome. Les Américains, craignant de voir leur ligne de communication et d'approvisionnement coupée avec l'Australie, voient d'un mauvais œil la construction d'un terrain d'aviation dans cette zone. Le 7 août, l'US Navy lance l'opération Watchtower
avec 6000 Marines débarquant sur Guadalcanal et s'emparant de l'aérodrome à la surprise totale des 2000 soldats japonais stationnés sur l'île. Dans la nuit du 8 au 9 août 1942, forts de leur expérience en combat nocturne, les Japonais coulent 4 croiseurs alliés. Les soldats américains stationnés à Guadalcanal se retrouvent coupés de tout approvisionnement et débutent ainsi une des batailles les plus longues et les plus sanglantes du Pacifique, qui sera surnommée plus tard le Stalingrad du Pacifique. Le 18 août 1942, sous-estimant les forces américaines présentes sur place, moins d'1 millier de soldats japonais dirigés par le colonel Ishiki sont envoyés à Guadalcanal, alors que déjà plus de 10 000 Marines sont présents sur place. Les Japonais chargent les positions ennemies à la baïonnette et sont entièrement décimés le 21 août. Dans les mois qui suivront, cette lutte sans relâche consistera pour chacun des deux camps à posséder l'aérodrome d'Anderson Field. Le ravitaillement des armées par voie maritime tout en empêchant le camp adverse de s'approvisionner sera un souci majeur des généraux. Les allers-retours de la marine japonaise se verront surnommés ironiquement le Tokyo Express par les Marines américains. Les batailles navales s'enchaînent et seront d'une importance cruciale dans l'issue de la campagne. Bataille des îles Salomon orientales le 23 août, un porte-avions japonais sera envoyé par le front. La bataille de Santa Cruz du 24 au 26 octobre, les porte-avions Zuo et Shokaku seront fortement endommagés. 148 aviateurs japonais sont tués et le porte-avions américain Hornet est coulé. Du 12 au 15 novembre, la bataille de Guadalcanal proprement dite éclate. Les deux belligérants essuient de lourdes pertes. Jusqu'en février 1943, c'est une véritable guerre d'usure qui se met en place sur l'île de Guadalcanal dans des conditions de vie épouvantables. Les soldats devront s'adapter à un climat équatorial capricieux et à un environnement hostile. Les troupes japonaises sont davantage aguerries et expérimentées que les jeunes troupes américaines pour progresser dans la jungle. Les marines se souffriront fortement de la fatigue, de la malaria ou de la malnutrition, mais bénéficient d'un appui aérien non négligeable sur leurs adversaires. En février 1943, après d'ardents combats, les troupes nippones évacuent l'île. Elles auront essuyé plus de 30 000 pertes, contre plus de 7 000 soldats tués du côté américain. La défaite japonaise à Guadalcanal creuse l'écart entre les deux camps, tandis que les Américains s'apprêtent au même moment à décupler leurs forces maritimes et aériennes en faisant tourner leur industrie à plein régime. Des avions d'une grande qualité voient le jour pour contrer l'aviation japonaise qui, elle, au contraire, est en perte de vitesse. Le Corsair ou le L4 sont des nouveaux chasseurs qui se montrent très efficaces contre le fameux Zero japonais, réputé pour sa grande manœuvrabilité. L'industrie japonaise se montre incapable de suivre la cadence. Elle ne peut pas remplacer ses appareils ni ses pilotes tombés au combat. Dans le courant de l'année 1943, les États-Unis se retrouvent en position de force pour entamer la reconquête du Pacifique. Désormais, l'état-major japonais prendra systématiquement la décision de défendre chaque territoire fanatiquement en appliquant un système de défense en profondeur. L'état-major américain, sous l'impulsion du général MacArthur, optera pour la stratégie du saute-mouton qui consiste à éviter un maximum les points de fortification japonais en les contournant et en les isolant. L'opération Cartwheel, planifiée par l'amiral Nimitz, dont l'objectif est la conquête des îles Salomon et l'isolement de la base de Rabaul, est une bonne illustration de cette stratégie. Cependant, la progression américaine est très lente du fait de la résistance acharnée des Japonais. En novembre, la reconquête des îles Gilbert et Marshall commence avec le sanglant débarquement sur l'atoll de Tarawa, où plus de 4700 Japonais et 1000 Marines américains trouveront la mort en à peine 3 jours. Les îles Gilbert et Marshall sont entièrement reprises en février 1944. Les Américains décident de contourner et d'isoler la puissante base de Rabaul en prenant les îles de l'Amirauté entre février et mai 1944. Les îles Marianne et Palaos sont reconquises progressivement à partir du 15 juin avec la bataille de Saipan, en se finissant le 25 novembre 1944 avec la bataille de Peleliu. Ces deux batailles sont marquées par une escalade de violence au sein des combats et un acharnement sans fin des troupes nippones. Des civils japonais se suicident en masse, préférant la mort que de se rendre aux troupes américaines décrites comme barbares par la propagande du régime militaire impérial. La bataille de Peleliu sera la seconde bataille la plus meurtrière du Pacifique pour les Américains. Un tiers des troupes engagées y sera tué ou blessé. Plus de 97% des défenseurs japonais y laissèrent la vie. Les Américains se dirigèrent ensuite vers les Philippines et organisèrent un immense débarquement sur l'île de Leyte. La bataille du golfe de Leyte est considérée encore à ce jour comme la plus grande bataille navale de l'histoire. Les attaques kamikazes furent pour la première fois utilisées lors de cette bataille, qui se déroula entre le 23 et le 26 octobre 1944. Suite à la prise de Leyte et des débarquements dans les Philippines,
les Américains s'approchent de Manille. La reconquête des Philippines ne sera achevée qu'avec la capitulation japonaise en septembre 1945, car plusieurs unités se dispersent et mènent des opérations de guérilla. Parallèlement, la très connue bataille d'Iwo Jima fait rage entre février et mars 1945. Sur les 22 000 militaires japonais qui défendent l'île, plus de 20 000 y périront. Vous reconnaîtrez sans doute le cliché mondialement reconnu de Joe Rosenthal, immortalisant le 23 février 1945 le planté de drapeau américain au sommet du mont Suribachi. Le 1er avril commence la bataille d'Okinawa. Elle sera l'ultime assaut contre les forces japonaises encore sur pied en ce milieu d'année 1945. La bataille surnommée plus tard le Typhon d'acier en raison de la férocité des combats et du nombre de véhicules blindés engagés sera l'une des plus sanglantes dans le Pacifique. Une fois de plus, l'état-major nippon fait utilisation en masse de troupes d'assaut kamikazes et le Japon y perd plus de 77 000 soldats, tandis que les Alliés déplorent plus de 14 000 soldats morts au combat. Les pertes civiles sont encore une fois considérables et oscillent entre 40 000 et 150 000 morts. Les tristement célèbres bombardements atomiques des villes d'Hiroshima et Nagasaki du 6 et 9 août 1945, ainsi que l'invasion de la Mandchourie par les troupes soviétiques, poussent le Japon à se rendre 2 mois après la fin des combats à Okinawa. Le 14 août, l'empereur Hirohito s'adresse publiquement à la nation pour annoncer la capitulation du Japon et la fin des hostilités. Les actes de capitulation furent signés le 2 septembre 1945 et mettent ainsi fin à la guerre du Pacifique.